Bonjour à tous, on est parti sur une activité de CATIA, FAO fraisage. On va traiter donc une pièce réalisée sur un centre d'usinage vertical. La pièce elle est présente ici. Caractéristiques de la pièce, des formes qui sont à dominante prismatique sur laquelle on va retrouver des chanfreins, des perçages et des contournages. Alors, on va fermer ceci, on va aller revoir notre pièce. On va déjà lancer notre CATIA. Et on va visualiser pendant le lancement de CATIA un tout petit peu le dessin de définition de notre pièce. Si je regarde ma pièce, je vais retrouver sur ma pièce une embase, partie basse de la pièce qui fait 45 par 45. Donc c'est la partie sur laquelle on va retrouver les congés, les parties rayonnées extérieures. Et on va retrouver ici une base carrée de 40 par 40. Cette base carrée de 40 par 40, elle fait 5 d'épaisseur et on a une partie en base rayonnée qui fait 8. À l'inverse de ma pièce, dans la partie basse, je vais retrouver une poche dans la partie basse de 5 mm. Sur ma pièce, je retrouve 4 trous de diamètre 6, chanfreiné à 0,5 à 45. Et sur la périphérie de mon carré de 40 par 40, je retrouve un chanfrein de 1 mm à 45 degrés. Ok, alors on va lancer la pièce. Si je vais regarder mon DS socle, je vais le glisser dans mon CATIA. Voilà. Alors, remarque supplémentaire sur ma pièce, sur le plan supérieur, j'ai laissé et j'ai gravé, j'ai fait une esquisse ici avec une poche, là, dans lequel j'ai repris tout simplement le logo DS Dassault Systèmes avec CATIA ici, et j'ai laissé visible l'esquisse. J'ai laissé visible l'esquisse 5 qui m'a permis de faire la poche, dont je vais me servir par la suite pour venir faire une gravure sur le plan supérieur de ma pièce. Voilà, donc pour définir ma pièce, voilà ce que j'ai. Si je retourne ma pièce, je vois la poche sur la partie basse de ma pièce ici, avec des rayons ici de 4 mm, et un chanfrein intérieur sur ma pièce et un chanfrein extérieur 0,5 à 45 degrés. Voilà, morphodimensionnellement ma pièce, voilà à quoi elle ressemble. On va lancer notre atelier, démarrer, usinage, prismatic machining. Encore une fois, le temps de lancement dépend de la capacité de votre machine. Voilà, je me retrouve ici. Je vous rappelle que si dans Outils, Options, dans le chapitre usinage, vous avez coché dans la première colonne, ici dans la partie usinage, si vous avez coché dans la première colonne générale, créer un modèle 4 parts pour stocker la géométrie. Quand vous lancez l'atelier, ici, vous créez automatiquement un assemblage contenant la pièce et le brut. Le brut, pour l'instant, il n'y a rien dedans, il y a simplement les 3 plans et un corps principal. Alors, première étape, on va quand même déjà définir les éléments qui vont constituer notre FAO. Je double-clique sur phase d'usinage. Notre pièce, ça va être sa phase 10, la phase de démarrage. Je réécris la même chose en dessous parce que ça va être repris après. Derrière, je vais sur ma machine. Nous, on a un catalogue ici qui s'appelle Kata GeneJJA et ma machine ici, je vais avoir tendance à l'usiner sur un centre d'usinage, c'est-à-dire une fraiseuse tout simplement. 3 axes minimum. Et je vais rester dans du basique et donc je vais considérer que c'est du vertical, comme l'axe vertical qui m'est proposé ici. Pour ce type de machine, j'ai un post-processeur, un PP, CU, centre d'usinage, avec une librairie qui va avec, et une PP table à éditer pour générer mon code ISO. J'ai 3 axes, X, Y, Z. Je vais donc coder des points ici comme
désiré. Le trièdre de référence, je vais le définir par la suite. Pour l'instant, mon brut n'est pas défini, donc je ne peux pas le positionner correctement. Par contre, rien ne m'empêche ici, au niveau de ma géométrie, de définir que ma pièce, c'est bien le corps principal, et que mon brut, ça sera le corps principal. On a la possibilité en fraisage de définir des plans de sécurité, j'y reviendrai par la suite tout à l'heure quand on viendra définir certains éléments. Pour l'instant, je vais me contenter de faire ceci au niveau de l'architecture de mon process et je vais à partir de maintenant éditer mon brut. J'ouvre mon NC Setup dans une nouvelle fenêtre comme ceci. Je vais me positionner dans ma NC Géométrie. Je double-clique sur mon corps principal. Et je vais me positionner dans le plan de dessin ici, qui doit être le plan XY normalement. Et je vais dessiner ici ma pièce. On a dit que c'était du 45 par 45 sur la partie basse. Si j'achète du brut en standard, sachant que ma pièce fait 13 d'épaisseur, je vais partir sur de brut du 50 par 20. Comme je suis un petit peu feignant, je vais choisir le rectangle centré, ça m'évitera d'avoir à côté de partout. Et je vais étirer ici mon rectangle. Je vais valider et ici je vais définir mon rectangle comme étant du 50 par 50. Voilà, mon esquisse elle est terminée pour mon brut. Mon brut il se situe sur la partie basse de ma pièce. Ma pièce elle fait 13 mm. Donc je vais faire une extrusion de 13 plus 1 pour avoir au moins de la surépaisseur sur le plan haut de 14 d'un côté, sachant que mon brut, si je commande du standard, fera 20, 14 plus 6 mm de l'autre côté, et je vais me retrouver avec 20. Ah, j'ai pas paramétré mon corps, ici mon corps principal, je le définis en jaune et en transparent pour bien voir ma pièce et mon corps principal à l'intérieur. Dans mon NC Setup, je double-clique dessus dans mon NC Setup et je vais venir ajouter ici une pièce. Comme ce que j'ai fait en tournage précédemment, je vais appeler cette pièce habillage. Et dans, oui, je mets le même point d'origine. Et dans cette pièce habillage, dans le plan XY de cette pièce-là, je vais venir définir un plan. Ici. Et ce plan, je vais le positionner à 20 mm. Le plan, il m'a créé un plan décalé tout simplement par rapport à ma pièce positionnée à 20 mm. Je reviens dans mon NC Setup, je fais une mise à jour, fenêtre, process. Et à partir de là, je vais pouvoir revenir dans ma phase. Et dans ma phase, je vais définir mon plan de sécurité comme étant ici. Le plan que j'ai défini dans mon set géométrique. Je peux maintenant définir mon origine programme. Ma pièce, je vais la prendre dans un étau. Donc en la prenant dans un étau, je vais la mettre en appui sur le plan inférieur. Je vais, si je respecte un tout petit peu le positionnement de ma gravure, en appui, plan en dessous, linéaire rectiligne, en appui sur le mort fixe, avec une butée ponctuelle plutôt vers la gauche. Donc ça m'inciterait à positionner l'origine de mon origine programme comme ceci. Axe Z, l'axe vertical, il est bien positionné. Axe X, l'axe longitudinal comme ceci. Et axe Y, qui est le troisième axe positionné automatiquement. Je renomme tout ça et ça s'appelle l'origine programme OP. Je vérifie, je valide. Et mon origine programme est bien positionnée comme il le faut. On a terminé notre première partie. Je vais replier mon arbre de construction pour avoir plus de visibilité. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir définir mon programme de fabrication. Avant de démarrer quelconque opération, chose importante, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder déjà ce qu'on vient de faire et ça va nous servir par la suite. Je vais définir mon process 1 et je vais enregistrer sous. Sur mon bureau, j'avais un dossier qui s'appelait socle.gs. Je vais ici, mon process underscore, toujours socle
DS. Et je vais mettre mon socle DS, enregistré, je vais valider la propagation de répertoire, OK. Ma sauvegarde vient de s'effectuer. Si je regarde maintenant dans mon socle DS, sauvegarder, j'ai bien mon processus, l'activité mère, mon NC Setup, qui se situe ici. Mon NC Setup, il est constitué du socle, de la géométrie et de l'habillage. J'ai bien mon socle, ma géométrie et mon habillage. Voilà. J'ai bien les 4 pièces, plus mon process. Donc au niveau sauvegarde, je suis OK. On va lancer notre premier usinage. Le premier usinage va constituer la réalisation et le surfaçage, c'est-à-dire l'usinage de mon plan supérieur. Pour cela, je vais sélectionner les icônes. Alors, les icônes en fraisage sont dans Opération d'usinage. Et dans Opération d'usinage, je prends le bouton qui s'appelle Surfaçage et je clique en dessous Programme de fabrication. Première chose, je renomme mon opération qui s'appelle surfaçage et je vais définir les différents éléments. Dans cette première boîte, on a la possibilité de définir les éléments qui vont nous servir à l'usinage, à savoir ce qu'il appelle le fond, c'est le plan que l'on va surfacer, et le flanc, sur quelle dimension on va le surfacer. Alors ça c'est important, d'autant plus que ici, si je prends, je vais cacher ma géométrie, mon plan se situe là. Or, il sélectionne automatiquement le plan ou le contour issu du plan. Or, moi, ma pièce, elle est plus grande, donc là, je vais effacer, je vais réactiver ma géométrie, cacher, afficher, et je vais lui dire que ce qu'il a à surfacer, il a à le surfacer sur cette dimension-là, qui correspond effectivement à la dimension de mon brut. Je vais travailler ici, alors moi j'aime pas trop travailler en spirale, je travaille en aller simple de manière à toujours travailler en avalant pour avoir les meilleures conditions de coupe et conditions d'usinage. Radial, ici on va prendre une fraise, alors on va aller choisir notre fraise tout de suite, comme ça sera plus lisible. Dans mon catalogue, j'ai pour surfacer des fraises. Je les ai aussi chez moi. La pièce, on va considérer qu'elle est en alu. On va prendre notre fraise à plaquette alu, diamètre 50. Notre pièce fait 50. On va quand même assurer le coup parce que des fois qu'on ait un différentiel de positionnement pour être sûr de ne pas se retrouver avec un excédent de matière ici. Alors, ma fraise de 50, c'est l'outil numéro 1, sa compensation. Ici, le numéro de correcteur correspond au numéro d'outil. Je suis en P1, donc là, je touche à rien. Et je vais revenir ici, je vais démarrer ma passe à l'extérieur de ma pièce, je vais mettre un chevauchement à 10% avec une garde latérale de 10 mm pour être sûr que mon outil n'arrive pas dans ma matière. Dans mon catalogue ici, je vais me mettre en condition de coupe de finition, je vais avoir tendance à virer tous les calculs, comme il calcule NVC sur PID, il nous mettra automatiquement des valeurs. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est toujours la valeur d'usinage. Je prends ma valeur d'usinage, je la copie et je la colle automatiquement sur ma valeur de retrait et ma valeur de finition. Les approches-retraits, c'est où va arriver mon outil. Alors, là, mon outil va arriver où? On a en approche et en retrait défini un plan, ici, dont on va pouvoir se servir. Alors, le plan, moi, j'utilise surtout en retrait, pour que mon outil ressorte bien. Donc, moi, je vais valider mon trajet jusqu'à ce plan-là. Effectivement, mon trajet, il est activé. En approche, on a la possibilité de venir également sur ce plan-là, ici. Normalement, on a mis une garde latérale, donc on sera à l'extérieur de la pièce. Donc, on peut aussi activer cette approche par rapport au plan, comme ceci. On va lancer notre simulation. Et qu'est-ce qui se passe en simulation? Si je rembobine, je passe en point à point. Je vois que ma fraise vient sur ma surface. Et là, elle fait 2 passes, mais au lieu de travailler toujours dans le même sens, je vais travailler une fois en avalant, une fois en opposition. Donc, sur une passe, il faudrait que je remonte pour venir me positionner, pour effectuer sur le même, c'est ce que Katia appelle un niveau. Il va falloir que je mette une liaison entre niveaux
ici, liaison sur un niveau, pardon, liaison sur un niveau, je vais ajouter ici, ajout d'un trajet jusqu'à un point, en approche. Il faudrait que je l'active, j'ai activé, et en retrait également. Je vais venir sur ce plan. Quand je relance ma simulation, désormais je m'aperçois de, quand je rembobine, je viens, je me positionne, je relève, je reviens bien sur mon plan de sécurité au-dessus de la pièce et j'observe bien mon usinage pour revenir au final sur mon plan de sécurité. Si je visualise tout ça avec la caméra, je rembobine, mon outil vient se positionner, premier usinage, je me déplace et je réusine. Mon outil, la couleur de mon outil correspond à la surface. Je vous rappelle, si vous voyez du rouge, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème et qu'on s'est trompé. On peut valider tout ça directement et je regarde ici et je retrouve bien mon changement d'outil avec ma fraise de 50 et mon surfaçage qui a été généré. Notre surfaçage étant terminé, on va pouvoir procéder au contournage de notre carré. Je vais cacher ma géométrie. J'ai un carré sur le plan supérieur de ma pièce de 40 par 40 et je vais pouvoir procéder ici à l'usinage de ce contournage. Je me positionne sur surfaçage et pour faire le contournage, je vais tout simplement prendre le bouton contournage qui va ici. Je vais réaliser deux contournages dans mon process, donc pour bien les différencier, je vais bien indiquer que celui-ci c'est le contournage de 40 par 40, comme ceci. Quand je viens faire du contournage, j'ai plusieurs éléments à définir dans CATIA. Premièrement, ce que l'on appelle le haut, ensuite ce qu'on appelle le guide, et finalement ce qu'on appelle le fond. Les informations, vous les retrouvez dans la partie grisée. Si je viens ici, vous retrouvez le haut, le guide et le fond. Le haut, ça va être cet élément-là. Le guide. Alors le guide, c'est pas une partie plane. Le guide, il a besoin, lui, ici, d'une arête. Donc le guide, c'est l'intersection de mes deux plans, quand je vais venir réaliser mon contournage, comme ceci. Alors je fais ma sélection de manière assez laborieuse ici à la main. Quand j'ai terminé ma sélection, je double-clique. Il veut également le fond. Le fond, ici, c'est la partie basse de mon contournage. Je mets ma fin à l'extérieur et à l'extérieur. Et pour cette partie-là, c'est globalement terminé. Je vais me positionner sur le premier onglet. On va choisir plutôt la stratégie d'usinage. On travaille toujours ici en aller simple, en avalant. Mon contour. Alors le contour, est-ce qu'il est fermé? Quand vous faites un contournage, vous pouvez, quand vous venez contourner ici pour faire un épaulement, avoir quelque chose qui est ouvert. À ce moment-là, le contour n'est pas fermé. Ici, votre contour, il est fermé automatiquement dans votre sélection. Donc, il ne vous le propose même pas. On va travailler, ce qui va nous intéresser quand on va réaliser notre profil, on va se mettre en 2D radial profil. Ce qui va nous intéresser, c'est de paramétrer notre 40 par 40. Notre prise de passe, on va définir ici dans prise de passe axiale une profondeur de passe maximum de 2 mm avec notre outil. Et pour avoir un bon état de surface, on va garder une passe de finition sur le flanc au dernier niveau. Et on va laisser une profondeur de passe de 3/10 sur le flanc. On va définir notre outil. Alors, dans mes outils, j'ai utilisé tout à l'heure une fraise à plaquette de diamètre 50. Je pourrais l'utiliser éventuellement pour le contournage, mais dans un souci d'optimisation, je vais tendre à réduire le diamètre de ma fraise pour augmenter, en réduisant son diamètre, je vais augmenter sa vitesse de déplacement, sa vitesse d'avance ici. J'ai également dans mon catalogue et présent dans mon atelier une fraise de diamètre 20 à plaquette carbure en alu. J'avais choisi l'outil numéro 1, cette fraise-là pour moi ça sera l'outil numéro 2. Je vais définir sa compensation ici au niveau de P1 à l'extrémité de ma fraise en étant 2 et 2.
en définissant ici au centre de la fraise. Katia va automatiquement décaler ici son usinage de la valeur du rayon. On a défini ça, on a défini ça, on a défini ça. Là, on est bien. Là, on est bien. Notre outil est défini. On va aller dans nos vitesses. Je suis en vitesse de finition. Je décoche. Je garde que les valeurs entières. Je décoche. Je garde que les valeurs entières. CTRL C. Et je viens coller ma valeur d'usinage comme ma valeur d'approche de finition. Alors, pour le surfaçage, c'était globalement simple. On n'avait pas beaucoup d'éléments. On avait quand même deux éléments à contraindre, l'approche et la liaison sur un niveau. Ici, on a défini une profondeur de passe de 2 mm maximum, ici, en axial. Or, notre partie à contourner, elle fait 5. Donc, ça veut dire qu'il va faire plusieurs niveaux et qu'il va falloir que je les gère, ces niveaux. J'ai également défini une passe de finition, donc il va falloir que je gère la liaison sur la passe de finition. Donc, dans mes approches retrait ici, je vais activer liaison sur passe de finition et liaison entre niveaux. Tout à l'heure, au niveau des approches, on pouvait définir nos approches directement par rapport à un plan parce qu'on gérait une garde latérale qui nous permettait, au niveau de nos approches, de nous décaler par rapport à la pièce. Ici, ce n'est pas le cas, on n'a pas de garde latérale, donc en approche, ici, on va choisir du circulaire horizontal axial en choisissant cet élément-là. Il met par défaut des valeurs de 3 fois 10 mm, 10 mm en axial, 10 mm en horizontal et 10 mm en circulaire, qui va nous permettre ici d'avoir une arrivée de mon outil en dehors de ma matière et d'arriver simplement en positionnement circulaire par rapport à ma pièce. Par contre, quand je vais ressortir, je peux ressortir ici directement par rapport à mon plan de sécurité. Cette stratégie-là, je vais tout simplement l'appliquer sur ma liaison entre niveaux, circulaire horizontal axial en approche et en retrait. Je vais lui demander de remonter sur un plan. Et je vais faire exactement la même chose sur ma passe de finition au niveau des approches. Circulaire horizontal axial. Et en retrait, de venir par rapport à un plan. Voilà. Alors cette stratégie, elle est à optimiser, bien sûr, je l'entends. Par contre, ça vous permet d'avoir un démarrage de votre process et de visualiser déjà, premièrement, ce qui va se passer au niveau de vos trajectoires. Si je regarde un tout petit peu ici, quand je vais rembobiner mes usinages, je vois bien déjà que mon outil, quand il plonge, il ne plonge pas déjà directement dans ma matière. Et je le vois faire ici, son trajet circulaire pour approcher ici. Et ensuite l'intégralité de ces déplacements sur le profil de la pièce. Donc j'ai fini mon premier niveau. Quand j'ai fini mon premier niveau, l'outil remonte. Tiens. Ah, il remonte pas, besoin de remonter. Ah, j'ai dû mettre une avancée en hélice à ce moment-là. Et il va prendre au fur et à mesure. Donc du coup, il va faire nos 3 passes. Il remonte. Alors là, déjà, la liaison, là, elle est bonne parce qu'il a fini. Il est bien repassé par-dessus la pièce pour enchaîner son usinage. Et je dois voir arriver dans une couleur différente. Voilà, la trajectoire de finition, on la voit arriver en bleu. Ici, la trajectoire de finition. Comme ceci. Alors, inconvénient et avantage de cette stratégie, c'est que la finition, il l'a fait en 3 passes. Avantage, j'ai pas besoin de gérer entre les niveaux, parce que pour lui, comme il fait les hélices, c'est qu'un seul niveau. Inconvénient, c'est qu'il va me faire ici
on va repasser en aller simple ici. Il va recalculer. Si je recalcule ici, lorsqu'il va venir me faire son déplacement, il va bien me refaire la même chose ici sur... Voilà, la liaison entre niveaux, on la retrouve maintenant. Comme on lui a déclaré 3 niveaux différents, il vient bien reprendre 3 niveaux différents ici. Intérêt de cette stratégie, c'est que derrière, quand il vient faire sa passe de finition, actuellement, il descend directement sur la passe de finition, et comme on n'a que 3 dixièmes ici à reprendre, c'est préférable. Lorsque je simule, si je resimule tout, depuis le début, on va passer en continu. Je vais retrouver mon surfaçage, mon contournage en ébauche et en finition. Et mon outil est bien remonté. Remarque, mon outil il a changé d'outil, changé de couleur. Je suis bien en bleu partout sur ma pièce. Je valide, ok, ok. J'en ai terminé avec le contournage de mon 40 par 40. Alors avant de valider tout ça, je vais me faire une gestion des enregistrements. Ici, mon process DS enregistré, propagé, ok. Voilà. Opération suivante, le contournage. Donc je vais réactiver ma géométrie pour voir un tout petit peu, pour me souvenir comment est mon brut. Sur cette phase, j'ai aussi la réalisation du contournage de 45 par 45. Le 45 par 45, c'est la partie basse de ma pièce qui est rayonnée comme ceci. Voilà. Alors, deux possibilités. J'aurais tendance à réutiliser le même outil parce que la partie basse de ma pièce ici fait de mémoire 8 mm et j'ai des plaquettes qui permettent de prendre jusqu'à 19 mm de hauteur de coupe. Donc ça rentre largement avec ma fraise à plaquettes. Donc je peux réutiliser le même outil et reprogrammer un cycle de contournage avec le même outil, il n'y a pas de problème. Ça c'est pour la première partie. Deuxième possibilité, si je suis un tout petit peu feignant, ici, je vais copier mon opération et je vais la coller. Ça veut dire que je me retrouve deux fois entre là et là avec mon contournage de 40 par 40. Bon, alors là, je vais adapter un tout petit peu toute ma stratégie. Mon outil est le même, donc les stratégies d'approche et retrait sont les mêmes. L'intérêt de ma méthode, c'est qu'elle va me permettre de ne pas avoir à retraiter toute cette partie-là. Et je vais simplement modifier les parties qui vont m'intéresser dans les sélections de ma pièce. C'est-à-dire, alors première chose que je fais, moi j'efface tout. Ça évite de se tromper. J'efface les contours, j'efface le fond et j'efface le haut. Je vais cacher ici ma NC géométrie parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et je vais ici définir dans ma pièce quels sont les éléments qui vont m'intéresser. Ici le haut, c'est la partie inférieure de ma pièce. Le guide, ça va être la partie qui est ici. Alors on peut peut-être fermer ici, propager sur une ceinture d'arête. Voilà, ça marche bien. Pour être sûr de ne pas vous tromper dans la sélection, normalement il va venir contour et il nous dit directement que le contour est fermé. Alors oui, c'est bien, mais attention parce que on n'est pas sur la partie basse de notre pièce. Ici, pour définir la partie basse de votre pièce, il va bien falloir sélectionner le plan inférieur. Dans cette partie-là, je vais indiquer que sur le fond, c'est-à-dire sur cette partie basse-là, je vais descendre ici 1 mm plus bas. Donc pour lui dire de descendre, on va ajouter 1 mm en négatif, donc faire du moins 1 mm. En termes de stratégie, je vais juste lui confirmer que le contour est bien fermé ici. La prise de passe, c'est bon. Là, je touche à rien. Je suis toujours avec mes 2 mm. C'est le même outil, donc je vais caractériser. Je vais me garder une passe de finition. Je suis toujours en aller simple. Et là, j'ai plus qu'à valider. Normalement, rien n'a dû changer. Alors, j'ai une passe de plus parce que j'ai plus de matière à enlever. On va vérifier que nos trajectoires soient cohérentes en rembobinant. On va regarder sur notre premier niveau. Notre outil se positionne avec notre trajet circulaire horizontal axial comme il le faut.
je viens faire le contournage du premier niveau. Je termine le contournage du premier niveau. Mon outil remonte, donc ma liaison de retrait entre niveaux et en approche est bien gérée. Deuxième niveau. Donc là, je peux augmenter le nombre de points par clic de sélection parce que sinon, ça peut prendre pas mal de temps. Normalement, si vous avez entre le premier et le deuxième niveau les approches et retraits qui sont bien gérés, il n'y a pas de problème. J'avais vu qu'il y avait 4 passes, je termine ma quatrième passe ici. Je vais baisser ici parce que normalement, j'arrive sur ma passe de finition. Et là, je devrais voir un code couleur qui va différencier. Ah non, il reste encore une passe. Donc on va refaire notre dernière passe à ce moment-là. Voilà, on a visualisé bien notre dernière passe et je devrais voir apparaître à partir de maintenant, voilà ma passe de finition en bleu cyan ici. Et si je regarde et que je vérifie ici, mon outil est bien positionné. Lorsque je zoome, mon outil est bien positionné 1 mm en dessous ma pièce. Donc ce que j'ai programmé est cohérent globalement par rapport à ce que je vois en visu graphique. Je vais vérifier ici avec ma simulation. Je rembobine, je repasse en continu ici. Alors là, je vais vérifier mon surfaçage, mon contournage de 40 par 40. Et il enchaîne automatiquement avec le 45 par 45. Si je regarde ma pièce, je me retrouve bien avec ce que je dois obtenir. Je vais donc valider ceci. Ici, est-ce que j'ai vérifié que ma compensation était bien prise? Oui, ok, ok. Il n'y a qu'une seule compensation, donc il n'y a pas de problème. Je peux valider, donc la possibilité ici de faire un deuxième contournage rapidement, c'est le copier-coller. Concernant les usinages de la partie prismatique en elle-même, il me reste encore le chanfrein à réaliser sur le plan supérieur. Mon chanfrein, je vais le réaliser par l'intermédiaire et l'utilisation d'un forêt à pointer, d'un pointeur, en utilisant le profil de mon pointeur ici. Alors, je vais différencier l'opération de pointage des trous et de mon chanfrein, mais ça, on va le voir par la suite. Pour effectuer mon opération, je vais encore une fois prendre l'opération de contournage. Alors, je ne vais pas faire un copier-coller, étant donné que les outils vont être différents. Je vais définir mon outil, alors je vais définir mon opération ici. Je vais renommer ce que j'appelle ici contournage par chanfreinage du plan supérieur. Encore une fois, je vous encourage énormément à renommer vos opérations quand vous allez retrouver des process avec énormément d'éléments. Pour ne pas se tromper, pour ne pas être perdu, je vous conseille de le faire. On va aller chercher notre pointeur ici. Notre pointeur, je vais sélectionner forêt à pointer. Et dans ma liste des forêts ici, je vais aller me chercher un pointeur de diamètre 6 ici pour effectuer mon pointage. J'ai déjà deux outils de sélectionner, je vais en sélectionner un troisième. Ici, je vais l'appeler numéro 3. Ce pointeur, je ne vais pas l'utiliser à la pointe comme un pointeur classique, mais je vais l'utiliser sur son flanc. Donc ici, en compensation P2, et je vais définir ici mes éléments. Je vais venir chercher ma jauge sur mon diamètre de 3 mm et je vais valider cette compensation. Alors attention, j'ai deux compensations qui sont actives. Donc déjà ici, je retourne sur le premier onglet et je valide ma compensation ici. Je vais venir faire mes sélections. Première chose, il va vouloir le guide. Alors le guide ici, c'est l'arête inférieure. Donc encore une fois, est-ce qu'il veut bien me verrouiller mon guide? Non, tiens, là il veut pas. Allez, on va lui refaire la sélection en manuel. Ici, je prends les 4 arêtes qui constituent ma partie basse de chanfrein. Il veut connaître le fond. Alors le fond ici, c'est le plan supérieur, quand je définis ça. Et je vais définir ici, si je regarde mon chanfrein, il est coté 1 mm à 45 degrés. Donc il faut que je définisse ici la valeur de mon chanfrein. Ma valeur de mon chanfrein, je vais la définir ici sur la surépaisseur en fond et je vais mettre moins 1 mm. C'est la valeur que j'avais tout à l'heure qui est restée par défaut. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Ici, j'ai pas besoin de mettre de type de sortie. Je vais positionner par contre cette fois-ci mon outil sur le contour.
Mes prises de passe, j'ai 1 mm, donc si j'ai 2 mm en profondeur de coupe maxi, il ne devrait faire qu'une passe. J'ai pas de passe de finition, ça sert à rien, je reste en aller simple. L'outil il est défini, ici mon outil je vais décocher et je supprime de manière à ne garder que les valeurs entières. Je copie, CTRL C, ma valeur d'usinage pour la coller en approche, en retrait, mais également en finition. Il a gardé par défaut les valeurs qu'il avait tout à l'heure pour l'usinage du contournage. La passe sur finition, je peux la désactiver. Je vais désactiver, tiens, il a désactivé approche-retrait, je vais réactiver approche-retrait. Ah, bah en désactivant, il a tout perdu. Liaison sur un entre-niveau, normalement, j'en ai pas. Donc, du coup, en ayant fait la bêtise, je suis bon pour refaire. En approche, je vais me mettre en circulaire horizontal axial. Et en retrait, alors, on peut vérifier, on peut se laisser en circulaire horizontal axial. On va laisser le circulaire horizontal axial. Non, on peut remonter également vers mon plan. Au moins, je sais où je vais, ici, en faisant ça en retrait. Si je lance ma simulation, ici, je rembobine. Alors, mon outil ici, il descend directement en ma matière. Et ça, c'est pas bon. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que mon outil, il plonge directement dans ma matière ici, en retrait, en approche, pourtant par rapport à mon plan ici. On va regarder notre simulation. En simulation, on va pas tout regarder. Et ici, en simulation, mon approche, elle est convenable. Ok, on va valider cela. Et on a terminé ici notre chanfreinage du plan supérieur. Avant de continuer sur les opérations de pointage-perçage de mes trous, on va revenir rapidement sur le chanfreinage tout à l'heure. On voyait qu'au niveau de la simulation, sur mon chanfreinage, en approche, je descendais verticalement sur la pièce, et ça, c'est pas bien du tout. En fait, tout simplement, dans mes approches ici, mon approche était désactivée, c'est mes liaisons approches qu'on voyait actives, donc je vais désactiver mes approches retrait sur les liaisons, et je vais bien activer, comme j'avais dit, en circulaire horizontal axial, mon approche. Et lorsque maintenant je simule ceci, je vois bien mon approche en circulaire horizontal axial, comme je le voulais. Si on relance ici, quand je rembobine, je vois bien mon chanfreinage et ma remontée qui se fait bien sur mon plan. Ok, ça c'est résolu. On va à présent pointer nos trous. On a 4 trous qui sont présents ici sur le plan supérieur de notre pièce. Pour pointer nos trous ici à côté des opérations de fraisage, vous avez toutes les opérations de perçage. Avant d'effectuer un perçage, on va pointer pour guider notre forêt. On va faire un avant-trou ici. Je vais ajouter cette opération-là ici. Mon opération, c'est le pointage des 4 trous. Premier élément, on va définir le plan sur lequel se situent nos trous et on va définir notre chanfrein. À ce moment-là, nos trous ici, ils sont bien sélectionnés automatiquement. Remarque, si votre pièce, donc là je double-clique, si votre pièce elle a été conçue de manière intelligente, c'est-à-dire que ici les trous, en plus, ils sont issus d'une répétition rectangulaire, lorsque vous sélectionnez un point, ou un trou plus exactement, il va vous sélectionner automatiquement tous les trous. Je reviens dans mon opération de pointage. Donc mon opération de pointage ici, il a bien détecté automatiquement 4 trous. On va voir qu'ici, on va lui définir, moi la stratégie que j'utilise me permet de définir directement mon trou. Décalage d'origine, tout ça, je touche à rien. Je vais simplement ici gérer mon dégagement. C'est le positionnement entre chaque trou.
Et entre chaque trou, je vais lui demander de remonter de 3 mm. Ça va suffire largement pour qu'il, quand il sort de mon trou, qu'il ne reste pas sur ce plan-là et qu'il remonte légèrement pour basculer sur le trou d'après. Premier onglet, distance d'approche, il va arriver en rapide jusqu'à cette distance-là. Et moi, ce que je veux, travailler par pointe outil, mode de plongée, par pointe outil, point de guidage. Comme en tournage ici, je vais décocher toujours mes syntaxes de cycle, pas toujours géré par ma machine. Dans mon parc machine, j'ai du AS, j'ai du FANUC, j'ai du NUM, donc je vais plutôt faire du point à point plutôt que d'avoir quelque chose qui est spécifique, c'est moins contraignant. Il faut que je définisse ici la profondeur de mon pointage. Remarque mon trou ici, si je regarde sur mon dessin de définition, mes trous font diamètre 6, j'ai un chanfrein à l'entrée de chaque trou de 0,5 à 45. Ici, donc je ne vais pas renseigner cette valeur-là, je vais d'abord aller sélectionner mon outil. Pour faire mon chanfreinage en même temps que mon pointage, il faut que j'utilise un outil qui ait un diamètre supérieur à 6. Ça veut donc dire qu'ici, dans mes pointeurs, forêt à pointer, quand je vais sélectionner mes pointeurs, moi j'ai du 6 ou du 10, je vais prendre du 10, ici. J'ai dans mes outils ma fraise de 50, ma fraise de 20, mon pointeur de 6, c'est donc l'outil numéro 4. Et cet outil, cette fois-ci, je pointe à la pointe de mon outil, donc en P1, donc ici, je vais lui dire que je suis en 4 et 4. Ok. Oui, plusieurs fois il nous met la boîte de dialogue. Vous inquiétez pas, je vérifie ici que la compensation soit bien prise en compte. Effectivement, elle est bien prise en compte. Et si je regarde la géométrie de mon outil, je vois que mon pointeur, et moi j'utilise souvent ça, donc déjà, j'ai pas trop le choix parce que mon trou, l'angle, enfin la profondeur de chanfreinage et l'angle est à 45 degrés, donc je suis dans l'obligation pour du travail de forme de prendre quelque chose à 90 degrés. Et si j'ai 90 degrés ici, la largeur que j'ai là correspond à la profondeur que j'ai là. Ça veut donc dire que quand je vais percer ici, que je vais pointer mon trou, sachant que j'ai 0,5 à 45 ici, j'ai 0,5 là, plus le rayon de mon trou, ça me fait donc 3 plus 0,5, 3,5. Donc ici, la valeur qui correspond pour effectuer un pointage de 0,5 est bien de 3,5. Je continue, l'onglet de mon outil je l'ai défini, ici je décoche, je supprime toutes les parties décimales, je prends mon outil, on était bien en calcul automatique, ouais, j'avais un doute, oui, je CTRL-C, CTRL-V. Si on regarde, on a des valeurs qui sont aberrantes, 10 mm par minute. Vous imaginez bien que si votre outil parcourt 10 mm par minute, les usinages risquent d'être longs. Alors, ici, dans la partie approche-retrait, qu'est-ce que j'ai? Par défaut, j'ai rien. Donc, encore une fois, ça va prendre tout son sens ici. Déjà, d'activer les approches et retraits. J'active les deux. Et dans mon approche ici, je vais encore réutiliser mon fameux plan. Et en retrait, j'invente rien. C'est aussi simple de sélectionner ce plan-là. Et c'est tout. Si je simule ça, que je rembobine mon usinage, voilà, mes 4 pointages sont faits. Je vais visualiser maintenant cette fois-ci en continu sur ma partie intégrale. Donc je vais revoir très rapidement. Normalement, rien n'a changé. Ça serait très bizarre que quelque chose ait changé à partir du moment où on n'y touche pas. Je revois mon chanfreinage et le pointage de mes trous comme ceci. J'ai terminé mon pointage, je pourrais basculer directement sur le perçage des trous. Ici, je vais favoriser l'utilisation du même outil, c'est-à-dire je vais essayer de garder le même outil qui est disponible et qui est actif dans la machine pour faire un maximum d'opérations. Je vais utiliser ce pointeur ici pour effectivement faire la gravure que j'ai là.
Je vois sur ma pièce de manière graphique que j'ai opéré une poche. Techniquement, il est impossible ici de faire une poche sur les diamètres, enfin sur les dimensions qui sont ici. On est sur du 1 mm ou 2 mm. Ici, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir la gravure. Donc l'objectif ici, c'est de définir comment on fait une gravure tout simplement. Alors, je vais me positionner ici, et pour faire une gravure, je vais choisir ici suivi de courbe. Voilà. Suivi de courbe. Alors, ici aussi, vous allez voir que le plus important est de bien paramétrer la première courbe que vous allez faire. Ici, la première courbe que je vais faire, c'est le dé du DS. Donc, je vais prendre mon dé, je vais sélectionner. Le guide, il sélectionne automatiquement. Alors, on va voir que par la suite, c'est pas forcément le cas parce que comme c'est une image qui a été vectorisée, bah ici, mon image, elle peut être composée en plusieurs segments. Il suffit juste de sélectionner l'intégralité des segments. Là, j'ai sélectionné mon dé, je double-clique. Par rapport à mon plan, il va falloir que ma profondeur soit en négatif. Je vais être sur du moins. Alors moi, j'ai pour l'habitude de mettre du moins 0,15. Plus vous prenez une profondeur de passe importante, plus votre gravure va être importante, moins elle va être jolie. Après, on est vraiment dans le rendu graphique ici. Et si vous avez quelque chose qui est trop profond, bah, vous risquez d'avoir, surtout sur des éléments qui se chevauchent de près, quelque chose qui serait illisible. On travaille toujours en aller simple. L'outil, il existe déjà, donc pas la peine de le recréer. Je vais le chercher ici. Je vais chercher mon pointeur de 10. Je vérifie ici que j'ai bien ma compensation qui soit active. Techniquement, les paramètres de coupe sont les mêmes. Donc là, je supprime simplement les différents éléments. Je supprime les valeurs décimales. Et en approche-retrait, je vais encore utiliser mon fameux plan de sécurité que j'ai créé tout à l'heure dans mon habillage en approche et en retrait. Je lance ma simulation. Mon outil arrive bien sur mon plan d'approche-retrait. Je rembobine. Il fait bien tout le contournage de mon dé et il remonte sur mon plan de sécurité. Si je simule ici avec la caméra, je ne vais pas tout refaire et je visualise sur ma caméra que mon dé il a été réalisé. Si vous avez fait ça, globalement, vous avez fait le plus dur. Là, on va arriver sur une partie qui est assez fastidieuse, c'est-à-dire pas intéressante technologiquement, mais qui est plutôt simple, c'est-à-dire que l'opération que vous avez fait, comme ce qu'on a fait pour le contournage de 40 et 45, le dé, vous le copiez, vous le collez. Ici, je vais renommer l'espèce de virgule que j'ai dans le haut, je vais l'appeler boom angle. Seule chose que vous avez à faire ici, c'est effacer votre sélection. Vous ne supprimez surtout pas la valeur que vous avez parce que votre valeur elle est conforme et vous allez chercher votre boomerang là-haut. Vous validez, vous simulez et on va aller directement en visu graphique. Nos approches retrait sont toujours valables et là mon opération elle est faite. À vous de faire, vous avez le S, le C, le A. Alors remarque particulière, attention, j'ai parlé des éléments qui étaient vectorisés ici. Là, quand vous allez faire le A, il faudra sélectionner bien toutes les parties du A, premièrement. Et il faudra décomposer votre A avec un A intérieur et un A, enfin le A extérieur et un A intérieur, car il y a bien deux formes différentes si vous voulez voir apparaître cette partie-là. Allez, je vous laisse faire, on se retrouve quand tout est terminé, il n'y a pas de difficulté, c'est juste du copier-coller, de la sélection d'éléments. On se retrouve maintenant, vous avez réalisé l'ensemble des éléments de la gravure. Alors vous voyez que votre arbre de construction, il s'est conséquemment allongé. On retrouve bien le D, le boomerang, le S, le C, le A. Le A qui est décomposé en A intérieur, A extérieur. Le T, le I, A extérieur 2, A intérieur 2. Lorsque je vais simuler tout ça, si je revisualise, ici, je vois bien ma pièce avec tous les éléments
qui ont été réalisés au niveau de ma gravure. J'en ai terminé avec ma gravure, je vais maintenant basculer sur le perçage de mes trous qui va constituer la dernière opération de ma phase 10. Alors, on est sur des perçages, si on se souvient de notre brut, on est sur du 20 mm d'épaisseur. Je cache et j'affiche ma NC géométrie, voilà. Donc là, j'ai quand même une partie relativement importante de mon trou où je vais pouvoir usiner. Donc ici, j'ai le choix en perçage classique, perçage avec temporisation, perçage profond. Je suis sur du diamètre de 6, je suis sur une longueur de 20, donc je vais quand même choisir un perçage profond. Ça, je vais l'ajouter ici. Alors, mon perçage ici, c'est mon perçage diam 6, comme diamètre 6, entrée. Je vais définir mon plan. Je vais cacher ma géométrie et mon plan, il est bien ici. Entre mes trous, je vais dégager de 3 mm, comme je l'ai fait pour le pointage. Mes trous, ils sont ici. J'en sélectionne un et il trouve automatiquement les 4. Il me dit que les trous font 20 mm, c'est ça? Il a trouvé une profondeur de 20 mm ici, comme ceci. Alors, pour pas prendre de risque ici et par rapport à une longueur qui est relativement raisonnable de 20 mm ici, ce que je peux faire ici, c'est définir mon trou comme étant un trou débouchant. C'est ce que je vais faire ici. Et dire que je vais demander à mes trous de déboucher sur le plan inférieur de mon brut. Je vais revenir ici et là je vais venir déclarer de combien je vais vouloir descendre dans ma pièce. Alors A, mon plan d'approche 1 mm, B, ma percée, je vais lui demander de descendre d'1 mm par rapport à ma pièce. De combien je peux descendre? Techniquement on peut monter jusqu'à 3 fois le diamètre, je suis sur du 6, je pourrais monter à 18. Allez, on va se contenter de mettre du 10, ça sera déjà pas mal. Ici, je reste toujours en pointe-outil, point de guidage, et je fais bien attention ici à décocher ma syntaxe de cycle. Mes opérations, c'est validé ici. Je vais aller choisir mon outil. Pour faire un diamètre 6, je vais prendre dans ma banque d'outils mon forêt de diamètre 6 en alu. OK. Quand je perce, qu'est-ce qui m'intéresse au niveau de ma compensation? C'est de piloter mon diamètre. Ici, si je pilote à la pointe, je ne pilote pas le diamètre. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de piloter mon diamètre parce que le diamètre 6 il se situe à ce niveau-là. Donc je vais me positionner en P3 ici. Outil, numéro d'outil, j'avais mis 6. J'ai laissé 6 ici. Et donc dans mon premier onglet, je vais revenir valider ma compensation tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier. Ça c'est fait. C'est fait. Je décoche et je recoche mes vitesses. Je décoche et je supprime ceci. Je décoche ma vitesse d'usinage ici. Je la sélectionne. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. J'arrive ici. En approche retrait, c'est toujours la même chose. Je m'embête pas. Je vais déjà chercher mon plan de sécurité qui est assez simple ici. Clac. Je vais en approche et en retrait sur mon plan de sécurité. Et c'est validé. Je vois bien la simulation avec mes 4 perçages qui sont faits comme ceci. Lorsque je rembobine, je m'aperçois que mon trou il est fait en plusieurs étapes. Je viens, je perce et je débourre. Si on se met dans ce plan là, on va voir qu'ici on aura peut-être un peu plus la visualisation de mon trou. Et j'ai bien mes 4 trous qui sont faits et qui débouchent ici dans ma pièce. Lorsque je vais venir visualiser ici, j'ai bien mes trous qui sont faits sur ma partie supérieure et j'ai demandé débouchant par rapport au bas. Donc je débouche bien dans la partie basse de mon brut. C'est fait, c'est validé. Et je valide ici. Fichier, gestion des enregistrements. Je vais sauvegarder mon GA socle TS. Enregistrer, propagation. OK. Voilà, pour ma phase 10, on est globalement correct et on a quasiment tout fait. Ici, on va pouvoir éventuellement procéder à un codage pour vérifier que ce que l'on a généré soit conforme. Je sauvegarde au même endroit que le 4 process.
et j'exécute. Ça va me permettre de vérifier ici, je vais revenir dans mon GADS ici, et celui qui m'intéresse c'est bien le fichier .iso, je double-clique et je retrouve le codage ici. Comme en tournage, je vais vérifier tout simplement le numéro des outils, que le T corresponde au D que j'utilise. Je dois avoir qu'une seule vitesse de rotation, une seule fréquence de rotation S et une seule vitesse d'avance F. Pour T1D1, c'est bon. T2D2, S et F. C'est validé. Je ne change pas d'outil pour le contournage, donc je rappelle, pas d'outil, c'est normal. T3D3, une fréquence de rotation, une vitesse d'avance, c'est bon. T4D4, pointeur, fréquence de rotation, vitesse d'avance. Donc là, on voit qu'il y a du codage, hein, et je vous encourage à renommer les opérations correctement, parce que là, quand je viens coder, je sais que mon opération, il me donne directement où je suis. Je suis dans le T, le I, je retrouve le A extérieur, le A intérieur. T6D6 ici, et je retrouve le forêt avec le codage du perçage avec des bourrages, et je suis au terme de mon programme. C'est conforme, c'est validé. Je peux fermer ceci. J'en ai fini avec ma phase 10. On parlait de fin avec la phase 10, ça veut donc dire qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec une phase 20, tout simplement une phase de reprise dans laquelle il va falloir que je reprenne ma pièce sur les surfaces usinées comme ceci, et sur laquelle je vais avoir quelques opérations, sûrement le surfaçage du plan inférieur avec la poche et le chanfreinage intérieur et extérieur. Alors là, on va avoir une stratégie, une solution qui va nous permettre de récupérer ce qu'on a fini en phase 10 au niveau de mes usinages, parce que le brut a redessiné en phase 20, sinon on ne sait pas trop à quoi il va correspondre et au niveau des simulations à quoi je vais pouvoir m'attendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai terminé ma phase 10 ici, je repositionne ma pièce, mais ça c'est éventuellement juste pour la déco. Je vais venir dans mon perçage, je vais resimuler toutes mes opérations. Je vais lui demander le tour simulé ici. Et on est d'accord qu'à l'issue de ma simulation, j'ai ceci. Ça, c'est techniquement la fin d'usinage de votre phase 10. Ça va être le début d'usinage de votre phase 20. Donc, le brut de votre phase 20 pour toute la partie basse qui est ici. Alors, plutôt que d'avoir à redessiner un brut pour la phase 20, ici vous avez la possibilité de sauvegarder le résultat en cas de product. Donc là, on va aller dans notre GA socle. Et ici, ça, c'est ce que je vais appeler le CGR. C'est ce que Katia elle appelle le CGR. Donc ça, je vais le garder. Et je vais me dire que c'est le CGR phase 20. Enregistré. Ici. OK. OK. Fichier. Gestion des enregistrements. Je sauvegarde. Enregistrer. OK. OK. J'ai fini ma phase 10 et je suis même prêt à démarrer ma phase 20.